Bonjour tout le monde. Alors, il est midi et quart, on va commencer. Eh bien, bonjour à tous. Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Puis, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un autre de nos midi-webinaires. Cette semaine, on y présente des données de Statistique Canada. J'ai le plaisir d'accueillir Jessica Bossé. Jessica est gestionnaire de projet au Centre des projets spéciaux sur les entreprises à Statistique Canada. Elle y travaille à Statistique Canada depuis 7 ans sur diverses enquêtes, y compris l'enquête canadienne sur le commerce interprovincial, le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré et c'est rendu disponible rapidement, à l'intérieur peut-être d'une semaine là, sur notre chaîne YouTube. Et alors voilà, merci Jessica pour votre présence aujourd'hui. Donc le format est toujours le même. On commence avec la présentation. Je vous invite à utiliser le chat pour y inscrire vos questions, puis on va se donner du temps à la fin pour échanger et répondre à vos questions, puis on termine à 13 heures. Alors là-dessus, je cède la parole à Jessica. Merci. Bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Comme Magali l'a mentionné, je m'appelle Jessica Bossé, puis je suis gestionnaire de projet ici au Centre des projets spéciaux sur les entreprises à Statistique Canada. Également en ligne, j'ai avec moi Chris Johnson, qui est le chef de la section. Puis ensemble, on fait partie de l'équipe responsable de l'enquête canadienne sur le commerce interprovincial. Et aujourd'hui, on va juste vous présenter les résultats principaux de l'enquête. Juste une petite note que tout au long de la présentation, vous allez m'entendre utiliser plus l'acronyme que le nom complet d'enquête, donc l'acronyme étant le ECCI. Donc, juste pour vous mettre en contexte pour l'enquête, donc c'était une nouvelle enquête, la première de son genre, et ça nous est parvenu par l'entremise d'une présentation au Conseil du Trésor. Et ça fait partie, on a travaillé en partenariat avec le bureau du Conseil privé, puis on a aussi consulté avec plusieurs départements au fédéral pour concevoir l'enquête. Ça fait partie du plan d'action fédéral pour renforcer le commerce intérieur. Et ce plan-là avait trois volets. Ou avant de passer au volet, l'objectif de ce plan-là, c'était de combler les lacunes en matière de données sur le commerce interprovincial, élaborer une stratégie relative aux données sur le commerce intérieur et aussi informer les décideurs politiques. Le plan avait trois volets, dont le premier étant le carrefour canadien de données et de renseignements sur le commerce intérieur. Donc, c'est un répertoire central des données sur le commerce interprovincial, puis est maintenant disponible. Il y avait aussi l'évaluation des besoins en données et études de faisabilité, qui avait pour but d'identifier la disponibilité, les besoins et les lacunes des données sur le commerce interprovincial. Et bien sûr, l'enquête canadienne sur le commerce interprovincial, qui fournit des renseignements sur les obstacles auxquels doivent faire face les entreprises qui mènent des activités commerciales interprovinciales, les raisons pour lesquelles d'autres entreprises choisissent de ne pas en faire, et aussi les défis associés au processus d'embauche de personnes qui ont obtenu leur certificat ou licence d'une autre province ou d'un autre territoire. Donc, voici quelques renseignements sur l'enquête. Donc, c'est une enquête qu'on a seulement fait une fois. Et pour le moment, on n'a pas de plan de la répéter dans le futur. La taille de l'échantillon était de 30 000 unités environ. Et le taux de réponse final était de 68,3 %. Donc, ça veut dire qu'on a reçu des réponses d'un petit peu moins de 20 000 répondants. Puis la période de collecte s'est étendue de juin à octobre 2024. Pour la population cible, on visait les entreprises comptant 5 employés ou plus, qui avaient un revenu de 50 000 ou plus et qui appartenaient à des secteurs plus susceptibles de faire du commerce interprovincial. Puis ces paramètres-là, on les a établis avec des résultats d'une autre enquête sur laquelle on travaille ici, donc l'enquête canadienne sur la situation des entreprises, en particulier le troisième et le quatrième trimestre de 2023.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus un petit module de questions dans cette enquête-là qui portait sur le commerce interprovincial. Puis, on s'est servi un peu des résultats pour concevoir l'échantillon pour l'enquête. Donc, à droite, on a une liste des secteurs d'activité qui sont inclus dans l'échantillon. Puis les trois que j'ai soulignés en bleu, c'est ceux qui ont été ajoutés pour la portion de la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. Donc, voici un peu une liste des thèmes qui ont été abordés dans l'enquête. Donc, on a demandé aux entreprises de déclarer leurs activités commerciales interprovinciales, soit l'achat, la vente ou le transport à l'échelle interprovinciale. Puis pour chaque activité, on a demandé aux répondants de rapporter la proportion d'achats, de ventes et de biens transportés à l'échelle interprovinciale, les provinces et territoires avec lesquels elles ont fait du commerce interprovincial et aussi les obstacles auxquels elles ont fait face. Pour celles qui n'ont pas fait de commerce interprovincial, on leur a demandé les raisons pour lesquelles elles n'en ont pas fait. On avait aussi quelques questions sur les activités de production alimentaire, les licences et les règlements par rapport à ça. On a aussi demandé aux entreprises si elles planifiaient continuer ou arrêter ou débuter des activités commerciales interprovinciales au cours des 12 prochains mois. On a aussi demandé de déclarer les activités commerciales internationales, même chose, achat, vente ou transport de biens. Et pour chaque activité, on a demandé d'indiquer les régions avec lesquelles elles ont fait du commerce interprovincial, aussi les obstacles rencontrés. Puis la raison pour ça, c'était pour pouvoir comparer avec les résultats obtenus pour le commerce interprovincial. Donc, comparer un peu les résultats. Et aussi, on avait un petit module qui portait sur la mobilité de la main-d'œuvre dans les professions réglementées. Donc, avant de vous présenter un peu les faits saillants de l'enquête, juste une petite note pour vous dire qu'on a demandé aux entreprises de déclarer leurs renseignements des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Donc, c'est une période qui peut s'étendre de juin 2023 à octobre 2024, dépendamment de quand on a reçu la réponse de l'entreprise. Bien que les relations commerciales du Canada aient changé depuis la collecte des données, les résultats donnent toujours un portrait clair du type d'entreprise les plus susceptibles de participer au commerce interprovincial et aussi des défis auxquels elles sont confrontées. Donc, voici un peu le pourcentage d'entreprises ayant fait chaque activité de commerce interprovincial. Donc, à noter qu'elles pouvaient en choisir plus qu'une. Puis pour le contexte de l'enquête, le transport, ça désigne les entreprises qui possèdent leur propre flotte de véhicules de transport. Ça a été ajouté pour non seulement prendre en compte les compagnies de transport, mais aussi les commerces de détail qui possèdent leur propre véhicule de transport. Et on a demandé d'exclure les transports de biens qui ont été confiés à une entreprise tierce. Donc ici, on a 41% des entreprises qui ont dit avoir fait des achats à l'interprovincial, 26,9% qui ont fait des ventes, 7,1% qui ont fait du transport et un petit peu plus de la moitié qui n'avaient pas fait de commerce interprovincial. Ici, on a la même chose, mais selon la province et le territoire. Donc, le graphique illustre le pourcentage d'entreprises ayant fait du commerce interprovincial. Donc, la barre en bleu, c'est pour les achats. Donc, le pourcentage d'entreprises ayant acheté à l'interprovincial. Et la barre en orange, c'est pour les ventes. Donc, comme vous pouvez voir, les entreprises dans les territoires étaient plus susceptibles d'avoir déclaré avoir acheté à l'échelle interprovinciale. 3 entreprises sur 4 au Nunavut, suivies de près par les autres territoires. Les entreprises de l'Ontario et du Québec étaient les moins susceptibles d'avoir acheté d'une autre province ou territoire. En ce qui concerne les ventes, il y a un petit peu moins de variation, comme vous pouvez voir à l'écran, d'une province à l'autre. Donc, ça varie de 31,9% en Alberta et 12,6% au Nunavut. Même chose ici, mais cette fois-ci selon le secteur d'activité. Puis encore une fois, c'est les mêmes couleurs, donc le bleu pour l'achat et orange pour les ventes. Donc, pour les deux, l'achat et la vente, à l'échelle interprovinciale, les entreprises dans les secteurs du commerce de gros et de la fabrication étaient les plus susceptibles d'en faire. Donc, on avait plus de 60% des entreprises de commerce en gros qui l'avaient fait et plus de 50% des entreprises du secteur de la fabrication.
On a ensuite demandé aux entreprises dans quelle province ou quel territoire elles effectuaient leurs achats ou leurs ventes. Donc, même chose ici, le graphique démontre le pourcentage d'entreprises qui ont acheté ou vendu dans chaque province et territoire. Donc, le bleu, c'est l'emplacement des fournisseurs, le pourcentage d'entreprises ayant acheté, et ça s'applique aux 41% des entreprises qui ont acheté à l'échelle interprovinciale, et le orange, c'est le pourcentage d'entreprises ayant vendu qui s'applique aux 26,9% qui a été présenté dans les graphiques précédents. Donc, les fournisseurs étaient souvent rapportés en Ontario, donc qui ont été rapportés par plus de la moitié des entreprises ayant effectué des achats interprovinciaux, suivi des entreprises des fournisseurs du Québec et de la Colombie-Britannique. Pour les clients, ils étaient souvent rapportés en Alberta, la Colombie-Britannique et en Ontario. On a ensuite demandé aux entreprises si elles avaient rencontré des obstacles lors de l'achat à l'échelle interprovinciale. Donc, on avait une longue liste d'environ 20 obstacles qui pouvaient en choisir autant qu'ils voulaient. Puis encore une fois, le graphique à l'écran, les chiffres présentés, ça s'applique vraiment juste aux 41% des entreprises qui ont déclaré avoir acheté à l'échelle interprovinciale. Donc, 64,3% des entreprises n'ont pas rencontré d'obstacles lorsqu'elles ont acheté auprès de fournisseurs interprovinciaux. Mais celles qui en ont rencontré ont rapporté le coût du transport. Donc, c'est celui qui a été évoqué le plus souvent. Donc, comme vous pouvez voir, les réglementations puis les formalités administratives semblaient pas constituer les principaux obstacles lorsque les entreprises ont effectué des achats auprès de fournisseurs interprovinciaux. Parce que suivant le coût du transport, les deux autres qui ont été le plus souvent évoqués par les entreprises étaient le délai entre la passation et la réception des commandes et la distance entre le point d'origine et la destination. Même principe que le graphique précédent, mais cette fois-ci pour les ventes interprovinciales. Encore une fois, il y avait plusieurs options parmi lesquelles les entreprises pouvaient choisir. Et les chiffres s'appliquent encore une fois aux 26,9% qui ont vendu à l'échelle interprovinciale. Donc, 66,2% des entreprises qui ont vendu n'ont pas rencontré d'obstacles, mais ceux qui en ont rencontré, le coût du transport était encore une fois l'obstacle le plus souvent mentionné, suivi de la distance entre le point d'origine et la destination et le manque de rentabilité. Donc, pour les entreprises ayant fait du transport et encore une fois ceux qui possèdent leur propre flotte de véhicules de transport, puis ça exclut celles qui ont confié le transport à une entreprise tierce. Donc, le graphique à l'écran, ça s'applique aux 7,1% des entreprises qui ont transporté. Donc, les entreprises étaient plus susceptibles de transporter des biens au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Encore une fois, du 7,1% des entreprises qui ont transporté, il y avait l'option de choisir les obstacles auxquels ils avaient fait face. Encore une fois, il y avait une longue liste d'obstacles. 69,6% des entreprises ont indiqué qu'elles n'ont pas rencontré d'obstacles. Mais parmi ceux qui en ont rencontré, les trois principaux obstacles étaient le bénéfice limité en raison de faibles tarifs de marchandises, le manque de voyages de retour appropriés et les différents taux de taxes sur le carburant et de vente entre les provinces et les territoires. Pour les entreprises qui ont indiqué ne pas avoir fait de commerce interprovincial, on leur a demandé pourquoi pas. Et la raison principale de loin était qu'elles n'avaient aucun besoin ou intérêt d'en faire. On a demandé aux entreprises, comme j'ai mentionné plus tôt, de déclarer leurs activités commerciales internationales afin de pouvoir comparer avec les données du commerce interprovincial. On voulait voir un peu si les obstacles auxquels les entreprises avaient fait face étaient les mêmes qu'à l'interprovincial. Comme vous voyez à l'écran, il y a un plus grand nombre d'entreprises qui font du commerce interprovincial que du commerce international. Parmi celles qui ont fait du commerce international, la majorité des entreprises avaient fait du commerce international avec les États-Unis. D'autres destinations incluent l'Asie, Océanie et Europe sans le Royaume-Uni. Donc, similaire aux questions demandées pour le commerce interprovincial, on a demandé aux entreprises de déclarer les obstacles rencontrés lors du commerce international.
Donc, les chiffres à l'écran, ça s'applique ou reflète le 30,2% des entreprises ayant acheté à l'international et du 14,5% qui ont vendu. Donc, 45,7% des entreprises qui ont acheté à l'international n'ont pas rencontré d'obstacles et 55,2% des entreprises qui ont vendu ont déclaré la même chose. Et pour celles qui en ont rencontré, encore une fois, le coût du transport était le plus souvent cité par les entreprises. Parmi le 3% des entreprises qui ont transporté des biens à l'international, 61,1% n'ont pas rencontré d'obstacles. Mais celles qui en ont rencontré, c'est l'obstacle le plus souvent rapporté, c'était le même qu'à l'interprovincial, donc le bénéfice limité en raison de faibles tarifs de marchandises. Donc, pour les questions en rapport avec la mobilité de la main-d'œuvre, on s'est concentré sur les professions réglementées, donc tout ce qui demande une licence ou un permis pour pratiquer. On a trouvé que moins de 5% des entreprises avaient embauché des individus venant de l'extérieur de la province ou du territoire. Et parmi celles qui l'ont fait, très peu de personnes avaient été embauchées, donc de 1 à 4. Les entreprises dans les territoires étaient les plus susceptibles d'avoir embauché de tels individus. Si les entreprises ont déclaré ne pas avoir embauché à l'extérieur de la province ou du territoire, on leur a demandé s'ils avaient envisagé le faire. On a trouvé que 4% des entreprises avaient en effet envisagé d'embaucher. Et comme celles qui avaient embauché, c'était ils avaient envisagé 1 à 4 employés. Donc, en plus des données principales de notre enquête qui sont disponibles sur le Carrefour canadien de données d'information sur le commerce intérieur, on a aussi travaillé sur quelques autres produits connexes. Donc, on a publié une infographie qui met en lumière les données principales de l'enquête qu'on voit à l'écran. On a aussi des données supplémentaires un peu plus récentes sur le commerce interprovincial qui ont été diffusées il y a quelques jours seulement, avec l'enquête canadienne sur la situation des entreprises le premier trimestre de 2026. On a aussi quelques articles qui seront publiés prochainement dans notre série Analyse en bref. Donc, le 17 avril prochain, il y aura une analyse du commerce interprovincial au Canada 2023 et 2024. C'est une analyse qui va utiliser les résultats principaux de l'ECCI. Et pour l'été 2026, on a aussi 2 autres articles qui paraîtront. Donc, une qui sera sur l'analyse des flux du commerce interprovincial et l'autre qui sera sur la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. Et celle-ci comprendra des données de l'ECCI. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jessica. Attendez, je vais remettre ma caméra. C'est bon. Ben merci, vraiment intéressant. S'il y a des gens, on est un petit groupe, donc vous pouvez simplement prendre la parole, ouvrir la caméra. Ça va être plus convivial comme ça. Euh, Peut-être pour commencer la série, j'avais juste une question générale, puis on en a parlé rapidement avant de commencer la présentation, mais considérant le contexte actuel puis les discussions en cours sur tu sais, trouver des moyens pour favoriser le commerce interprovincial, en quoi cette enquête-là peut nous aider à éclairer nos réflexions actuelles qui se passent dans l'actualité, puis soit nourrir nos réflexions ou informer d'une certaine manière sur ce qui se passe au Canada. Donc, juste pour donner un peu de contexte, donc nous, on ne se trouve pas à être les experts sur le sujet. Donc, nous, on est une division qui fait des projets à coût recouvrable. Donc, les clients nous approchent pour faire des enquêtes, mais c'est pas nous qui sont les experts. Euh, mais, ouais, je sais pas, Chris, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Il s'est joint par téléphone. Ah, OK. Oh, Vous OK. êtes sur muet, sur mute. Ouais. Donc, juste pour rajouter, donc une fois que nos données sont publiées, on n'est pas nécessairement au courant de la façon dont nos données sont utilisées pour faire des politiques ou peu importe. Mhm. Euh, donc, ouais, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là à cause de ça.
Parfait. Je vois que là, vous êtes plus sur mute. Je sais pas si vous voulez prendre la parole. Oh, Peut-être ça en veut pas. attendant, il y a une question dans le chat. Bonjour, est-ce que les données sont disponibles pour les industries plus détaillées? Par exemple, quel type de fabrication? On utilise le système de classification nord-américain des industries. Donc, ces données-là sont disponibles sur notre site web. À deux chiffres, là, c'est le secteur. Pour le centre de données de recherche, ça, on les a un peu plus détaillés à trois chiffres, OK. mais je pense que ça s'arrête là. OK. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Euh, c'est bon. Je pense que ça répond à la question. Super. Merci. Ben, puis ces données-là sont disponibles dans les centres de données de recherche actuellement, Oui, hein, déjà. Super. Parfait. Merci. Puis ça vient avec la documentation complète dans les CDR, c'est déjà en place. oui. Parfait. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. C'est bon. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut compléter comme ça. Merci beaucoup, Jessica. Je rappelle, c'est ça que la présentation va être rendue disponible sur notre chaîne YouTube. Puis on peut aussi, là, je me prends les devants, mais est-ce qu'on peut avoir une copie de la présentation rendue disponible aussi si les gens voudraient avoir une copie du PowerPoint? Parfait. Oui. Fait qu'on pourra mettre ça parfait quand c'est possible. On le met sur notre site web au Six. Super. Puis, ben, merci beaucoup à tout le monde encore pour votre présence. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Et voilà, Pascal met dans notre chat le lien vers notre chaîne YouTube et notre inscription à l'infolettre si vous voulez continuer à recevoir des informations sur notre série de midi webinaire. Je pense que ça conclut pour nous notre saison de midi webinaire. Puis, ben, merci beaucoup pour votre présence et bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.